m'appelle Louise Michaud, j'ai une formation d'architecte. J'ai été diplômée de l'ENSA Paris Val de Seine assez récemment. Mais mon activité professionnelle, si je peux dire ça comme ça, elle a commencé depuis quelques temps maintenant, puisque pendant mes études, après ma licence en archi, j'ai pris une année de césure et j'ai tourné un film. Donc depuis ce moment-là, je m'intéresse beaucoup aux écoles, et plus largement aux équipements scolaires et aux liens entre architecture, politique publique et puis pratique pédagogique. Et puis là, en ce moment, je me forme à la recherche, donc je suis en post-master, recherche en architecture. Et puis si j'y arrive, je débuterai une thèse dans pas trop longtemps. Alors en fait, l'histoire de ce film, c'est un peu l'histoire d'un grand vertige pendant mes études d'archi. Pendant la licence, tout se passait bien, hein. J'ai pas eu de soucis pendant mes études, mais je suis arrivée à un moment à me rendre compte que, en fait, en tant qu'architecte, tu as la responsabilité de construire, de concevoir tout type de bâtiment. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne en France. On ne te forme pas pour un type de bâtiment en particulier. Et moi qui étais assez sensible aux questions d'éducation, j'ai eu une maman enseignante, voilà, j'ai toujours grandi dans ce milieu-là. J'ai eu à un moment un grand vertige en me disant mais attends, mais en fait, t'as une responsabilité énorme en tant qu'architecte. Je voyais autour de moi, je pouvais entendre, et puis je voyais sur les réseaux sociaux des enseignants qui pouvaient dire qu'ils n'arrivaient pas à profiter de leur liberté pédagogique, et notamment parce que l'espace était limitant et que les écoles étaient mal pensées. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit, ouais, mais en fait, il faut que je me renseigne, il faut que je comprenne, et quels sont leurs besoins à ces enseignants-là, à ces professionnels. Et en tant qu'architecte, comment est-ce qu'on devrait penser, imaginer les écoles? Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre une année de césure. Donc, je suis partie avec ma licence en poche. Et puis, j'ai décidé, au départ, c'était pas du tout censé être un film. Au départ, juste, j'y allais pour moi et pour apprendre des choses. Et j'avais besoin d'avoir cet ancrage au terrain. Et j'avais besoin de comprendre vraiment les situations de vie et les problématiques qui se posaient sur le terrain, les problématiques qui étaient rencontrées par ces enseignants, et de voir un peu leur quotidien. Et puis, au fur et à mesure, en fait, j'avais très envie de garder une trace de ça. Je savais déjà que potentiellement mon mémoire, j'avais envie de le faire sur ce sujet. Et je me suis dit, il faut que je reparte avec quelque chose, que ça soit pas juste dans ma tête et que je puisse garder ces infos-là. Et en fait, j'ai longtemps réfléchi au médium que j'allais utiliser. Et puis, je me suis dit que si je voulais traduire des usages, traduire des situations de vie, en fait, l'écriture, ça suffirait pas. La photo, c'était trop figé. Et en fait, bien que complètement autodidacte, j'ai décidé de me saisir du médium vidéo. Et puis en fait, c'est comme ça que c'est devenu un film. Au début, je devais faire des petites capsules. Et puis, voilà, je me suis dit, je vais partager ça sur les réseaux sociaux, on verra bien. Et puis en fait, ça a pris assez vite. Et assez vite, j'ai été suivie par une communauté d'enseignants, en fait, et non pas d'architectes ou d'étudiants en architecture. Et puis voilà comment est né le projet Les Fourmis. Ce documentaire, il avait pour objectif au départ de diffuser des initiatives auprès d'un public cible qui était un public d'enseignants. Ça, c'est assez important de le comprendre. Ce documentaire, au départ, il n'était pas du tout destiné à des architectes, à des concepteurs. Il était vraiment destiné aux enseignants et aux professionnels de l'éducation. L'objectif, c'était donc de diffuser des initiatives, de diffuser des exemples d'aménagement de classe pour montrer ce qui était possible de faire. Et surtout, pour souligner le fait que tout aménagement d'espace, et notamment quand on parle d'éducation et quand on parle de classe, il faut absolument que ça soit contextualisé. Et en fait, c'était ça l'objectif de ce documentaire, c'était de montrer qu'il existe une variété de possibles en termes d'aménagement de l'espace dans les classes, qu'il existe mille et une solutions, mais qu'en fait, chacune de ces solutions répond à des problématiques ciblées et très précises, qu'elle répond à un contexte extrêmement précis, qu'elle dépend de la façon dont l'enseignant pratique son métier, de la pédagogie ou des pédagogies dont il se saisit.
Ça dépend aussi des enfants qui sont accueillis. Bah, évidemment, tu n'aménages pas du tout une classe de la même façon pour un enfant de maternelle ou pour des enfants qui sont en CE2, CM1, CM2. Ça paraît évident, mais en fait, c'est très important de le comprendre. Et puis bah, après, selon aussi, et puis selon les singularités des enfants, hein, quand on accueille des enfants qui ont des handicaps par exemple, ben, c'est nécessaire de les prendre en considération. En fait, ce qu'il est important de comprendre, c'est que au départ, le point de départ de ce film, de ce documentaire, c'était un constat et surtout des choses que je pouvais entendre. Où en fait, quand je discutais avec des enseignants et que je disais que j'étais en train de me former à l'architecture, c'était toujours « Ah là là, mais moi, ma classe, c'est un enfer, je peux rien faire, et puis il n'y a pas assez de place. » Et puis, en fait, il y avait plein d'amertume comme ça qui remontait. Et ce que j'ai compris très vite, c'est que le véritable problème, c'était pas tant l'espace en lui-même, parce que les écoles sont souvent très convenables quoi, en termes d'ambiance, mais c'était surtout que les enseignants avaient l'impression, ou en tout cas disaient, que l'espace était limitant dans leur capacité de développer leur pratique pédagogique. Et donc en fait, ils avaient envie de faire évoluer leur pratique et par exemple se tourner vers des pratiques pédagogiques plus actives et d'en finir avec l'enseignement simultané, avec tous les enfants assis, immobiles, en face de l'enseignant, etc. Et qu'en fait, les enseignants trouvaient que l'espace les empêchait de faire ça. Et ça, je me suis dit, bah, là, pour le coup, c'est pas juste une question de confort, quoi. Là, c'est vraiment, il y a des enjeux bien plus larges. Et donc, en fait, c'est pour ça que le film parle beaucoup d'appropriation de l'espace. Il parle beaucoup de do it yourself, de système D, parce que quand j'ai réalisé ce film, je suis allée chercher justement des enseignants qui faisaient différemment. Et l'objectif, c'était de comprendre pourquoi, à quel moment, quel a été le déclencheur, pourquoi est-ce qu'ils ont voulu changer à la fois leur pratique pédagogique, mais aussi l'aménagement de l'espace, comment ils s'y sont pris, à quelles contraintes ils ont dû faire face, et puis en quoi actuellement, après justement tout ce temps de réflexion et de réaménagement, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça correspond mieux à leur pratique. C'était vraiment ça que je voulais comprendre. Il y a une question qui revient toujours, c'est un peu l'œuf ou la poule, quoi. C'est est-ce que c'est en changeant les espaces qu'on encourage des pratiques pédagogiques, ou est-ce qu'on part d'une volonté et d'une pratique pédagogique différente et que c'est ça qui modifie l'espace? Et cette question-là, en fait, elle n'est pas du tout nouvelle. Je me suis rendu compte qu'il y a des chercheurs, notamment en France, des sociologues qui travaillent sur cette question-là depuis super longtemps, Enfin, voilà, on se rend compte qu'en fait, dès l'après-guerre, c'était des vraies questions qui se posaient, et même encore bien avant. Quand on regarde un peu l'histoire de l'architecture scolaire, on se rend compte que depuis le XVIIIe siècle, en fait, l'école, le bâtiment école, c'est utilisé comme un outil de transmission de valeurs. Au début, c'était utilisé par l'Église, après ça a été utilisé par l'État. Et en fait, on s'est toujours servi de l'aménagement des classes, de l'aménagement des écoles pour faire passer aux enfants des valeurs, notamment des valeurs républicaines. Et du coup, en fait, on le sait depuis très longtemps que l'espace a un impact sur les comportements, sur les pratiques et sur les valeurs qu'on peut transmettre aux enfants. Et ça, plus ou moins inconsciemment, en fait, on l'a tous intégré. Il faut aussi comprendre que la façon dont sont aménagées les classes, et notamment les classes que moi j'ai pu connaître, où classique, quoi, où on a le tableau, le bureau de l'enseignant, et puis tous les élèves qui sont après en rang d'oignon, soit par table individuelle, soit par table double. En fait, cet aménagement-là, il est extrêmement performant pour un type d'enseignement qui est l'enseignement simultané, où le maître donne des leçons et où il n'y a pas forcément d'interaction à avoir entre les élèves. En revanche, c'est là où ça pose un problème, c'est que dès que l'enseignant veut s'extraire de cette pratique-là, dès que l'enseignant veut essayer d'apporter quelque chose de différent et de pratiquer son métier différemment, et bien là, ça colle plus. Ça colle plus parce qu'on a un aménagement de l'espace qui favorise pas les interactions entre les élèves, qui favorise pas les interactions entre l'élève et l'enseignant non plus, qui favorise pas le mouvement. Et en fait, c'est à ce moment-là que les enseignants modifient l'espace. Moi, je suis pas forcément très à l'aise avec l'idée de produire des écoles différentes pour influencer de nouvelles pratiques pédagogiques. Parce qu'en fait, pour moi, j'ai l'intuition que ça peut pas marcher. On peut pas contraindre des enseignants
à faire telle ou telle pratique, il faut déjà qu'ils se sentent à l'aise dans ces pratiques-là pour pouvoir les mettre en place, sinon ça serait catastrophique. Le film, il est organisé selon 3 parties. C'est comment est-ce que l'architecture peut favoriser la curiosité, comment l'architecture peut favoriser l'autonomie et comment elle peut favoriser la socialisation des enfants. Et en fait, c'est ça c'est assez important parce que éventuellement, on peut percevoir l'espace comme favorisant des compétences, comme encourageant des compétences, comme encourageant le développement de certaines de façons de faire, comme la curiosité, l'autonomie, la socialisation. Mais certainement pas comme encourageant ou comme forçant des pratiques en tant que telles. Donc oui, dans le film, on peut voir, il y a des enseignants qui témoignent que selon eux, la façon dont ils ont aménagé l'espace de leur classe, ça favorise par exemple la curiosité. Mais ça favorise la curiosité, c'est pas les murs qui favorisent ça, c'est pas la façon dont le mobilier est organisé, c'est la façon dont l'espace est agencé selon les pratiques qu'ils ont choisi de mettre en place. Mais avant tout, c'est leurs pratiques à eux qui favorisent la curiosité. L'espace, il est là pour étayer ces pratiques, il est là pour être un support en fait à des pratiques et à des usages. Donc oui, lorsqu'on permet aux enfants de se déplacer et de choisir eux-mêmes leurs activités, oui, l'espace peut favoriser la curiosité si par exemple on dispose les activités de manière attrayante, si elles sont toutes à hauteur d'enfant, si les enfants peuvent se servir librement, mais c'est complètement en lien avec les pratiques mises en place par l'enseignant. En termes d'autonomie et de socialisation, oui, l'architecture, en fait, elle peut favoriser l'autonomie, elle peut favoriser la socialisation, notamment parce que, comme on peut le voir dans les classes ordinaires, les enfants, où en fait les enfants ont des places attribuées, etc., bah, en fait, ça ne favorise pas du tout la socialisation parce qu'à aucun moment, on encourage les enfants à entrer en interaction, à discuter, à travailler ensemble. Et donc, en fait, l'architecture traduit cela. Si on commence à travailler, par exemple, avec des tables en îlot, ce qui est déjà fait dans beaucoup d'écoles, et ben là, on va avoir un mode d'aménagement de l'espace qui va favoriser les interactions. Donc, en fait, c'est là qu'il faut comprendre que l'architecture, c'est pas l'architecture en tant que telle qui va favoriser la curiosité, l'autonomie ou la socialisation, mais qu'en fait, l'architecture et l'aménagement de l'espace, ils étayent, en fait, ils étayent les pratiques pédagogiques qui permettent cela. En fait, selon moi, la solution pour faire évoluer en fait l'architecture scolaire, c'est pas l'invention de nouveaux modèles, c'est pas l'invention de nouvelles typologies parce qu'on le voit aujourd'hui, en fait, ça dépend vraiment de chaque enseignant, ça dépend aussi du projet de l'établissement, ça dépend de la façon dont cet établissement est inclus dans son territoire, ça dépend, voilà, ça dépend de tout un tas de choses. Et du coup, comme c'est vraiment un écosystème qui est assez spécifique, il est compliqué de se dire qu'on va... l'école idéale, ça ressemble à ça, c'est tel modèle, et en fait on va dupliquer, on va massifier, et on va faire en sorte que toutes les écoles soient comme ça. C'est des choses qui ont existé dans l'histoire en fait, c'est des choses qu'on a déjà fait, et notamment après l'après-guerre, il y a plein d'écoles qui ont été détruites, il y a eu le baby-boom, il y a eu une grosse augmentation démographique, il a fallu construire des tas d'écoles très rapidement, et alors je vulgarise un peu, mais en gros on avait eu un ou quelques modèles d'écoles et on a voulu dupliquer. Et en fait, c'est ces écoles-là qui existent encore aujourd'hui et qui sont problématiques pour les enseignants. Parce que un bâtiment scolaire, généralement, on dit que c'est 40-50 ans. Sauf qu'en 40-50 ans, il y a plein de choses qui arrivent. Il y a eu le numérique, il y a tout ce qui est développement durable, les transitions écologiques. On a des pratiques qui ont changé. Le rôle social de l'école, il s'est accru aussi avec l'inclusion d'enfants en situation de handicap. Enfin bref, en fait, on est sur 2 temporalités complètement différentes. Et donc en fait, c'est un peu délicat de se dire l'école idéale, c'est ça, et on va créer de nouveaux modèles. En revanche, pour moi, pour les concepteurs, l'avenir de l'architecture scolaire, il faudrait que ce soit en fait de la participation, ce soit des conceptions, des programmations et des conceptions participatives. Il faudrait travailler avec les enseignants, et il faudrait au contraire des écoles... pas forcément sur mesure, mais qui soient adaptés à leur territoire, qui soient adaptés aux pratiques, aux projets d'établissement, à la municipalité. Et c'est plus pour moi en ce sens-là qu'il faudrait travailler demain. Et on commence déjà à travailler comme ça aujourd'hui. Il y a pas mal d'initiatives en France qui vont en ce sens actuellement, et en France et en Europe et ailleurs. En revanche, il y a une question qui est assez fréquente
c'est celle de, quand on parle de participation des enseignants et des usagers à la conception des écoles, c'est de se dire, bah oui, mais en fait, les enfants qui ont participé à cette conception, bah en fait, ils restent au mieux 5 ans dans l'école, quand on parle d'une école élémentaire, et puis après, ils partent. Et puis, il en est de même pour les enseignants. Il y a des écoles où il y a des turnovers assez fréquents. Et on se dit que si on fait des classes sur mesure, ça ne correspondra pas forcément aux usages futurs, mais j'ai envie de dire oui et non. Oui, c'est vrai, mais en fait, je pense que il faut qu'on voit la vie d'un bâtiment de façon plus large. En fait, un bâtiment, bah voilà, ça vit. Et il faut aussi qu'on... En fait, peut-être qu'il faudrait... je pense pas que le flexible et la polyvalence, ça soit une solution. Parce que parfois, vouloir être trop polyvalent, on s'adapte plus du tout, on empêche certains usages et on répond pas à d'autres. Je pense que peut-être qu'il faut mettre en place plutôt des démarches d'évaluation assez itératives, assez régulières, pour voir, bah voilà, on en est où. Parce qu'en fait, les usages, même sans avoir une rotation des usagers et des utilisateurs au sein du bâtiment, on va forcément avoir une mutation des usages. On le voit avec le numérique. Moi, quand j'étais à l'école, on avait un poste fixe au fond de la salle. Maintenant, il y a des classes où les enfants, des écoles où il y a 50 ordinateurs portables ou tablettes, et que les enfants peuvent les utiliser pendant les cours. Souvent, on me dit, bon alors la plupart des gens qui ont vu le film, c'est des enseignants, donc ils sont contents de voir d'autres pratiques. J'ai eu des retours en me disant que génial, c'était la motivation qui me manquait pour me lancer, etc. Mais les gens parlent souvent plus d'une impulsion par rapport à leur pratique. Et en fait, on me dit souvent, mais en fait, ton film, il parle pas d'architecture. Et c'est vrai, ce film... en fait, moi, je vois ce film comme un peu un vivier, une ressource, un catalogue de la façon dont les gens vivent, un catalogue de situations de vie. Et en fait, ce catalogue, à la fois, il sert aux enseignants parce qu'il montre que c'est possible, que sans attendre que les collectivités ou que l'éducation nationale ou que les inspections d'académie permettent telle ou telle pratique, ben en fait, il y a des gens qui, pendant ce temps-là, arrivent à leur échelle à faire bouger les choses et à s'épanouir mieux dans leur métier. Donc, ça, c'est plutôt pour le côté, le public communauté éducative. Et en fait, pour les praticiens, en effet, on ne parle pas beaucoup d'espace, on ne parle pas beaucoup d'architecture. Ce film, c'est une suite d'interviews, on voit un peu les espaces, on voit les enfants évoluer, on voit les enseignants dans leur pratique, etc. Mais en fait, et moi, c'est complètement la façon dont je l'ai vécu, c'est que on a peu l'occasion, en fait, d'entrer dans une école et de voir ce qui s'y passe. À part notre expérience personnelle, c'est quand même assez rare. Et du coup, en fait, c'est censé permettre plutôt aux architectes, aux futurs architectes et aux concepteurs de façon générale, de se dire « Ah ouais, en fait, aujourd'hui, il y a des enseignants qui font ça. Ah ouais, ok, c'est intéressant. » Et c'est plutôt ce côté-là de se dire « Ben, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe, voilà les problématiques qui sont rencontrées sur le terrain. Et maintenant, en tant que concepteur, qu'est-ce qu'on en fait de ça ?» Et en fait, c'est très en lien avec la façon dont je vois le métier d'architecte. C'est vrai que généralement, on voit l'architecte concepteur qui conçoit des projets, qui construit, etc. Et moi, j'aime à penser le métier d'architecte aussi comme un métier de médiateur, un métier voilà, de médiation, de diffusion, d'accompagnement, et d'accompagnement dans les usages notamment. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse, et surtout, c'est ça que m'a appris le film. J'avais peut-être un peu cette intuition au départ pour me lancer dans un film comme ça qui justement parle pas d'architecture mais parle plutôt d'usage. Je pense que j'avais cette intuition et en fait le film a fini de me convaincre. Et je pense que ça m'a encore plus ancré dans le terrain et ancré mon besoin d'être sur le terrain, d'être au contact des acteurs du quotidien et d'observer la façon dont ils vivent. Et ça a profondément changé la façon dont moi j'ai envie de me positionner en tant qu'architecte aujourd'hui. Et justement cette action d'accompagnement, de diffusion, de médiation, je la trouve super intéressante et nécessaire aussi. L'expérience de ce film, ça a été, je pense, un vrai tournant dans la façon dont j'appréhende le métier d'architecte. J'ai commencé cette expérience avec un peu le vertige, le grand vide en me disant « Ouais, mais comment en tant qu'architecte, je devrais
je devrais me positionner face à à des problématiques comme celle-là et quel est mon rôle en fait finalement. Et si j'ai un rôle à jouer, quel rôle, voilà, quel rôle je peux jouer dans tout ça. Et en fait, ce film, ça a été à la fois le point de départ, mais aussi un peu ce qui a fait accélérer tout le reste. Tout s'est un peu enchaîné très très vite hein. Après le film. Moi, comme j'avais pas du tout pour objectif de le diffuser. Et en fait, il a été projeté par des enseignants dans des villes, dans des écoles, dans des cinés, etc. Et puis voilà, j'ai eu des contacts divers, j'ai eu des échanges super intéressants avec d'autres enseignants qui m'ont raconté leur expérience. Et puis est venue la question de mais du coup, moi, en fait, qu'est-ce que je veux faire après? Donc évidemment, j'ai repris mon master, j'ai repris mes études. C'est une thématique que j'ai continué à traiter dans mes projets à l'école, dans mon mémoire de fin d'études, etc. Ça a toujours été vraiment en toile de fond parce que c'est un sujet qui me passionne. Et la piste que j'ai trouvée, c'est la recherche toujours sur ce sujet. Donc il y a aujourd'hui des chercheurs hein, en France et à l'étranger qui travaillent sur l'architecture scolaire. Il y en a en France et voilà, je pense que c'est une thématique qui est une thématique d'avenir. Aujourd'hui, c'est aussi une thématique, l'architecture scolaire et la rénovation des écoles, qui est poussée d'un point de vue institutionnel. Il y a des financements, des subventions qui sont proposées, des accompagnements pour les collectivités. On pousse vraiment à rénover les écoles, on pousse à réfléchir sur l'architecture scolaire. Il y a quelques jours est sortie une consultation nationale et publique sur l'architecture scolaire. Tout un chacun peut y répondre en soumettant ses idées au gouvernement. Donc voilà, c'est vraiment une thématique qui est d'actualité. Et puis en fait, pour moi, cette réflexion autour de l'architecture scolaire, autour de ces équipements, surtout les écoles qui sont des équipements municipaux, en fait, elle ouvre la réflexion sur plein d'autres choses. Elle ouvre la réflexion sur tous les autres équipements, sur sur la maîtrise d'ouvrage public. Elle pose plein de questions plus larges pour le métier d'architecte. Elle pose aussi la question du positionnement du concepteur dans tout ça, de la place de la programmation. Enfin voilà, en fait, l'architecture scolaire, c'est le point de départ. Ça continue parce que c'est quelque chose qui me passionne, qui m'intéresse beaucoup. Mais ouais, ça s'ouvre à plein d'autres questions, plein d'autres problématiques autour du métier même et autour des processus de programmation et de conception. Enfin voilà, c'est vraiment très large, on a encore plein de choses à explorer. Merci merci aux bâtisseurs de m'avoir interviewée et puis belle et longue aventure à vous.